Amis internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver sur votre site préféré, leral.net. Leral a aujourd'hui le plaisir de recevoir un homme qu'on ne présente plus dans la sphère médiatique sénégalaise. Il s'agit de monsieur Mohamed Moutbane, journaliste de profession, mais aussi leader de la coalition Jubbanti Sénégal. Moutbane, bonjour. Bonjour, je vous salue. Je vous remercie également pour avoir effectué ce déplacement pour qu'on fasse cette émission. Je salue tous les internautes et particulièrement ceux qui ont préféré s'informer à travers leral.net. Parfait. Monsieur Ban, la première question que je suis tenté de vous poser, une coalition Jubbanti Sénégal, en français, redresser le Sénégal, est-ce vraiment opportun? Le président Macky Sall n'a-t-il pas assez redressé le Sénégal avec la fameuse CREI, l'OFNAC, pour nous citer que ces institutions-là? Bon, c'est une question très pertinente parce que la coalition Jubbanti Sénégal est composée d'hommes, de femmes qui ont jugé nécessaire de réunir leurs forces pour œuvrer pour le bien-être des Sénégalais, mais surtout pour aider notre pays à sortir des difficultés que nous traversons depuis plusieurs années. Le redressement du Sénégal, Jubbanti en wolof comme vous l'avez dit, ça concerne tous les secteurs. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'au Sénégal, nous traversons beaucoup de crises sur le plan, dans le secteur de l'éducation nationale. Les enseignants viennent de sortir d'une grève. Aujourd'hui, même l'ouverture des classes est menacée. Récemment, les syndicats de la santé ont décidé de déclencher un mouvement de grève. Le secteur de la justice est constamment secoué par des mouvements. Le monde rural traverse des crises annuelles cycliques. Bref, nous venons de terminer notre participation au niveau des Jeux Olympiques. Les sportifs sénégalais sont revenus sans médaille. Tout ça symbolise un échec qui ne concerne pas uniquement le président Macky Sall, parce que le président Macky Sall n'a fait que 4 ans au pouvoir. Mais nous sommes indépendants depuis 1960. Depuis 1960, le Sénégal est dirigé par 4 personnes qui ont eu à appliquer des politiques publiques pour l'émergence économique, politique, sociale, pour le développement du Sénégal. Mais jusqu'à présent, les Sénégalais continuent à souffrir partout. Et nous, à notre niveau, on s'est dit qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les personnes qui ont la responsabilité de travailler pour les Sénégalais, ce sont ces personnes-là qui ne sont pas à la hauteur de leur mission, ou bien ce sont les politiques publiques elles-mêmes appliquées qui ne sont pas efficaces? Et pour nous, au niveau de Jubbanti Sénégal, on s'est dit qu'il faut un nouveau départ. Il faut qu'on s'arrête, qu'on fasse un diagnostic, que les gens se réunissent autour d'une table. C'est en fait même le sens même du programme de la conférence nationale que nous avions annoncé, DISO. Nous réunir autour d'une table, inviter tous les acteurs pour parler, discuter des problèmes du Sénégal. Mais ça nécessite un engagement de tout un secteur, de tout un chacun. Et qu'on oublie les considérations partisanes, planiques, pour nous retrouver autour du Sénégal, pour construire un Sénégal nouveau, pour bâtir un Sénégal nouveau. C'est tout le sens de notre politique, nous, à Jubbanti Sénégal. Et ça dépasse la personne du président Macky Sall, ça dépasse les pouvoirs politiques qui se sont succédés, ça engage les Sénégalais dans leur ensemble et ça engage l'avenir du Sénégal. Pour nous, c'est une mission très difficile, Jubbanti Sénégal, mais c'est un processus que nous sommes en train de lancer, que nous avons démarré et que d'autres générations vont certainement terminer, Inch'Allah. Parfait. Monsieur Ban, récemment, une déclaration est sortie du mouvement que vous dirigez, le mouvement Jubbanti, la coalition Jubbanti Sénégal. Et cette déclaration nous fait connaître que les 5 enquêteurs qui ont en charge le dossier Petro-Tim ont été limogés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette révélation à tout le moins fracassante? Oui, vous savez, le président Macky Sall a été élu en 2012. Et durant sa campagne, lui et ses alliés, ils ont toujours insisté sur la reddition des comptes et la lutte contre la corruption.
ce que les Sénégalais ont salué. C'est d'ailleurs parce qu'ils sont d'accord avec lui qu'ils l'ont porté à la tête du pays. Après, il a mis en place la CREI. La CREI qui a été contestée et qui continue d'être contestée par les organisations de défense des droits de l'homme. Et on avait l'habitude de les entendre dire que la CREI, c'est pour ceux qui ont eu à gérer le pays, et l'OFNAC, c'est pour ceux qui gèrent aujourd'hui le pays. Il a mis en place l'OFNAC difficilement, parce qu'il a beaucoup tergiversé, qu'il a beaucoup hésité. Mais les bailleurs de fonds tenaient à ce que l'OFNAC soit créé, parce que la lutte contre la corruption est une nécessité et même une exigence de gouvernance, parce que la corruption est en train de freiner l'émergence des pays africains, au-delà même du Sénégal. Quand il a mis en place la CREI, il a nommé Mme Nafi Ngom Keïta, une femme que tout le monde respecte de par sa rigueur, de par son professionnalisme. C'est une femme d'État qui a beaucoup œuvré pour le Sénégal. Et maintenant, quelques jours après, bon, 1 an après ou 2 ans, la femme a été limogée sans explication. Et je vous dis qu'avant son départ à l'IGE, la femme avait produit ce rapport public. C'est le rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes qui a été fait par l'IGE. Beaucoup de personnalités de l'ancien régime sont épinglées dans ce rapport, et des hommes d'affaires qui étaient avec l'ancien régime qui sont aujourd'hui avec ce régime-là. La femme a voulu que des poursuites soient lancées contre ces personnes-là. Finalement, de manière très rapidement, de toutes les façons, elle a été nommée présidente de l'OFNAC. Elle était obligée de laisser tout ça et d'aller s'occuper de l'OFNAC. À l'OFNAC, elle a produit ce rapport public 2014-2015. Des responsables de l'APR, du parti au pouvoir, sont épinglés dans ce rapport. Rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a eu rien du tout. Et il s'est trouvé que les Sénégalais s'attendent aujourd'hui au rapport 2016. Et l'élément fondamental du rapport 2016, c'est l'affaire Petro-Tim, dans laquelle le frère du président Aliou Sall est cité. La dame, Mme Nafi Ngom Keïta, a mis en place une équipe avec des fonctionnaires, des colonels de la douane, des gendarmes, des policiers, des commis de l'État, de grands enquêteurs. Et ces derniers-là ont eu à gérer et à effectuer des enquêtes dans l'affaire Petro-Tim. Ils se sont rendus aux États-Unis et ils étaient sur le point de se rendre à Londres. À Londres, tout le monde sait qu'à Londres, il y a pas mal de paradis fiscaux. Donc, l'affaire Petro-Tim devait les conduire à Londres. C'est dans ce contexte-là que la dame a été limogée. Et dans les mêmes conditions que cette dame a été limogée, les 5 enquêteurs également ont été remerciés dans les mêmes conditions que la dame. Parce qu'ils ont un contrat de 2 ans renouvelable une seule fois. Quand on nomme une personne à un poste, cette personne s'occupe bien de son travail. Et les 5 enquêteurs devaient rendre public leur investigation dans l'affaire Petro-Tim. Le travail n'est pas encore terminé et ils avaient la possibilité de faire encore les 2 autres années pour boucler complètement le travail. Ils ne sont pas malades. Ils ont manifesté leur désir et leur désir en tout cas de continuer à travailler à l'OFNAC, surtout pour boucler ce travail-là. C'est dans ce contexte-là qu'ils ont également été écartés. C'est une chose logique après le départ de leur présidente, Mme Nafi Ngom Keïta. C'est des gens qui connaissent beaucoup de choses dans cette affaire-là, notamment également dans l'affaire Bitogo, avec les 19 milliards qui ont été donnés à Adama Bitogo, l'Ivoirien, et une affaire des fausses quittances qui est en train de secouer le secteur des impôts et domaines. Parce qu'il y a un réseau qui s'est créé, qui est en train de faire de fausses quittances aux impôts et domaines. Donc la dame était également sur cette piste-là. Et ils ont été dégagés. Le prétexte, c'est que leur contrat est terminé, paraît-il. OK? Mais leur contrat est terminé 2 ans. Ils peuvent encore faire 2 ans pour boucler le travail qu'ils ont déjà entamé. Maintenant qu'ils sont dégagés, le travail sera confié à d'autres personnes ou bien l'affaire Petro-Tim sera tout simplement étouffée et enterrée et personne n'en reparlera. Mais nous, de notre côté, ce que nous allons faire, nous allons continuer à exiger la lumière dans cette affaire-là. Parce que le président de la République a mis en place cet instrument qui est l'OFNAC. Nous l'encourageons et nous l'invitons à aller jusqu'au fond des choses. Lui, quand il a été élu, dans sa première déclaration à la nation du 3 avril 2012, il avait dit qu'il n'allait protéger personne. Et là, on a l'impression qu'il y a
une sorte de touche pas à mon frère qui se dessine. Personne ne parle de Aliou Sall. Toute personne qui parle de Aliou Sall, soit elle est insultée, soit jetée en prison, soit limogée si c'est un fonctionnaire, comme c'est le cas avec Ousmane Sonko. C'est quand même regrettable. Nous invitons le président Macky Sall à aller jusqu'au bout de cette affaire-là, à laisser ces enquêteurs-là continuer leur travail et que le rapport sur l'affaire Petro-Tim soit rendu public. Alors, vous l'avez dit, Aliou Sall, vous l'avez nommé. C'est même Aliou Sall qui est cité dans l'affaire Petro-Tim aussi a apporté des preuves. Des preuves qui montrent que lui, il n'était pas actionnaire, mais un simple administrateur. Il a même cité le nom du notaire qui a émis l'acte notarié. Donc finalement, est-ce que c'est pas une preuve suffisante pour arrêter de dire que le président Macky Sall veut protéger son frère donc dans l'affaire Petro-Tim? Vous savez, moi j'ai le rapport, j'ai les actes notariés de Petro-Tim Sénégal. C'est vrai, Aliou Sall est gérant. Sur le rapport, on a mis Aliou Sall né, je pense, en septembre, je ne sais pas, en 1969, en tout cas à Foundiougne. En 1969 à Foundiougne. L'entreprise est créée dans le cabinet de Maître Moussa Mbaké. Nous avons des preuves qu'il est concerné, il est dans ce dossier-là. Et je vous ramène un peu en arrière concernant l'affaire Karim Wade. Karim Wade a été mis en prison et jusqu'à présent, aucun document portant le nom de Karim Wade n'a été montré devant le tribunal. Nous avons des documents qui portent le nom de Aliou Sall. Mais en tant qu'administrateur? Non, en tant que... Même Karim Wade a été mis en prison parce qu'il n'est ni administrateur, ni gérant, rien. Malgré ça, il a été mis en prison. Aujourd'hui, le frère du président il est administrateur indépendant, paraît-il, dans la Banque de Dakar et administrateur dans l'affaire Petro-Tim. C'est quand même suspect. C'est un journaliste comme moi. D'accord, il peut faire ses affaires. Je l'ai entendu dire que oui, que les gens ne veulent pas qu'il fasse des affaires ni dans le public ni dans le privé. Il a le droit de faire ses affaires. Mais ce qui nous dérange, c'est le fait d'attendre que son frère soit président de la République pour qu'il vienne ici, lui et en tout cas leur famille, tout leur groupe là, commencer à faire des affaires qui concernent l'État du Sénégal. Avant l'arrivée de son frère à la présidence de la République, Aliou Sall était en Chine. Quand Macky Sall était là en train de se battre pour être président de la République, lui, est-ce qu'il était? Je peux même comprendre les trucs, la famille du président, de la première dame. Elle a ses frères qui ont beaucoup contribué à l'élection du président Macky Sall. Mais lui, c'est quand son frère est devenu président qu'il est venu. C'est un journaliste. Le pétrole du Sénégal appartient aux Sénégalais. Nous n'allons pas accepter qu'une famille, Ewing ou Sall, je ne sais pas, vienne ici s'accaparer des ressources publiques, des ressources qui appartiennent au peuple du Sénégal. Nous n'allons pas l'accepter. Et le président Macky Sall doit freiner son frère. S'il est derrière Aliou Sall, qu'il nous le dise. Mais ce qui se passe actuellement dans ce pays est extrêmement grave et dangereux. Et nous ne souhaitons pas que notre pays sombre dans une certaine situation parce que il y a des pays africains qui, du fait de ces genres-là, de ces problèmes-là, sont aujourd'hui dans des crises interminables. Il faudrait que le président Macky Sall se ressaisisse et que cette affaire Petro-Tim-là soit clarifiée une bonne fois pour toutes. Monsieur Aliou Sall travaille avec Franck Timis. Franck Timis est le patron de Petro-Tim Sénégal. Il a créé Petro-Tim Sénégal. Il a eu 90% des parts. Les 10% sont cédés à Petrosen. Après Franck Timis, Petro-Tim a vendu les 90% à Timis Corporation. Timis Corporation et Petro-Tim appartiennent à la même personne qu'il s'agit de Franck Timis. C'est comme si tu prends 90% de ta main gauche et tu les donnes à ta main, tu les places dans ta main droite. Donc ici c'est Petro-Tim Sénégal, ici c'est Franck Timis. Petro-Tim et Franck Timis appartiennent, Petro-Tim et Timis Corporation appartiennent à la même personne, Franck Timis, qui a pris 60%, Timis Corporation a pris 60% des parts cédées à Cosmos. Cosmos est une entreprise américaine. Mais Cosmos Énergie, Cosmos, l'entreprise américaine, c'est une entreprise cotée aux bourses. Les Américains n'entrent pas dans ces trucs nébuleux. C'est pourquoi quand les Américains ont découvert effectivement que Cosmos Energy est en train de faire des affaires avec Franck Timis, qui est sur la liste noire des délinquants financiers des Américains, ils ont ouvert une enquête au niveau du parquet de New York pour clarifier cette affaire-là.
C'est pour vous dire que c'est une affaire vraiment nébuleuse que les gens doivent bien surveiller. Et je vous informe aujourd'hui que, au départ, jusqu'à 2012-2013, Petrotim avait un site internet. Aujourd'hui, ils ont supprimé le site. Quand tu entrais dans le site de Apix, dans la société, pour regarder le registre, le document qui concerne Petrotim Sénégal, tu allais voir le nom d'Alioune Sall comme gérant. Aujourd'hui, ils ont enlevé le nom d'Aliou Sall. Tout ça sont des actes suspects qui nous confortent dans l'idée qu'effectivement, cette affaire-là, c'est une nébuleuse et nous avons tous intérêt à ce que cette affaire soit clarifiée. Alors, M. Ban, récemment, vous avez fait des déclarations qui vous ont valu une convocation à la DIC. Aujourd'hui encore, le mouvement que vous dirigez sort encore une autre déclaration. Est-ce que finalement, on ne peut pas parler d'acharnement donc vis-à-vis du régime Sall? Non, vous savez, nous, on ne fait pas de déclarations comme ça. Tout ce que nous disons, nous avons des preuves des déclarations que nous faisons. Nous avons été effectivement convoqués à la DIC, mais je me suis expliqué devant les enquêteurs. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas eu de suite, mais cela ne peut pas également freiner notre ardeur, notre engagement citoyen et notre volonté à œuvrer pour le Sénégal. Nous allons nous battre pour notre pays, au prix de notre vie et au prix de notre liberté. Ce n'est pas un acharnement. Moi, je n'ai aucun problème avec le président Macky Sall. Aucun problème. Et ce n'est même pas possible. C'est le Sénégal qui nous lie. Il a été élu par les Sénégalais pour gérer ce pays-là. Il n'a qu'à se conformer à cela et travailler dans l'intérêt national. Nous sommes là pour informer les Sénégalais et montrer les choses qui ne marchent pas dans ce pays. C'est ça, nous sommes dans ce rôle-là. Et puis nous sommes des opposants. Moi, je dirige un mouvement citoyen, je suis membre de la coalition de l'opposition Wattu Sénégal. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'informer les Sénégalais sur la marche du pays et d'attirer leur attention sur les dérives du pouvoir de Macky Sall. Ce n'est pas un acharnement, je n'ai aucun intérêt et je n'ai pas de gain. Je ne gagne rien en m'acharnant contre le président Macky Sall. Mais lui également, il a intérêt à ce que le Sénégal ait une opposition très forte, capable de lui tenir tête et d'une opposition consciente et responsable. Nous sommes dans une opposition consciente et responsable et nous invitons tous les citoyens à nous rejoindre dans ce combat-là. Alors, M. Ban, vous êtes journaliste de profession. Est-ce que vous ne pensez pas que l'obligation de neutralité à laquelle vous êtes assujetti n'est pas conforme avec votre posture d'homme politique? Est-ce qu'il n'y a pas contrariété entre ces deux postures finalement? Vous savez, dans ce monde, il n'y a pas de journaliste neutre. Tous les journalistes ont des penchants. Les journalistes ont des amis hommes politiques, des hommes lutteurs, des amis hommes politiques, des amis lutteurs, des amis danseurs. Nous sommes des citoyens. Il n'y a pas de journaliste neutre dans le monde. Je ne parle pas du Sénégal. La preuve, Abdou Latif Coulibaly, de 2000 à 2012, il a toujours tiré sur le président Abdoulaye Wade. Il a écrit combien de livres sur la gestion du président Abdoulaye Wade? Il le faisait en tant que journaliste. Tout le monde pensait qu'Abdou Latif Coulibaly était un journaliste neutre, mais c'était un opposant qui se cachait derrière sa plume pour tirer sur le président Abdoulaye Wade. Moi, je suis un journaliste opposant, mais je ne me cache pas. C'est ça ma différence avec Abdou Latif Coulibaly. Et je ne veux pas citer tous les autres journalistes qui étaient dans l'opposition, qui travaillent en étroite collaboration avec l'opposition, se cachant derrière leur plume. Moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Je m'affiche. J'expose mes idées, je me suis engagé politiquement contre le pouvoir en place parce qu'il y a des dérives qu'on ne doit pas accepter dans ce pays. Donc vous avouez votre partialité en tant que journaliste? Non, mais en fait, c'est pas. Je suis actuellement actuellement, je suis sur le terrain politique. Je suis sur le terrain politique. Je m'oppose à un système. Et même les journalistes vous allez en France, mais tout le monde sait que Libération est un journal de gauche, Figaro est un journal de droite. Les journalistes qui travaillent à Libération sont des journalistes qui sont avec le Parti socialiste français. Les journalistes qui sont à Figaro sont des journalistes qui sont avec la droite française. Mais qu'est-ce qui nous empêche au Sénégal d'avoir les mêmes comportements? Tu sais ce qui est mal, ce qui est mauvais du moins, c'est de voir des gens être contre un régime, utiliser leur plume, se cachant derrière l'indépendance ou la neutralité, alors qu'effectivement, ils s'opposent à un régime.
Moi, je ne me cache pas derrière ma plume, j'affiche mes ambitions, j'affiche mes idées et que maintenant je laisse les gens commenter, les gens peuvent apprécier. Mais ici, il n'y a pas de journaliste neutre, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux, on se connaisse tous. Il n'y a pas de journaliste neutre dans ce pays ni dans ce monde. Nous avons tous des amis, hommes politiques. Des fois, les journalistes sont influencés par les hommes politiques. Ça, c'est la vérité. Tout le monde le sait, c'est connu. La télévision Futur Média. Mais écoutez, ça appartient à un ministre. Youssou Ndour. Youssou Ndour, il est dans le gouvernement. Il est évident que le groupe Futur Média soutient le président de la République. Est-ce qu'ils sont neutres? Non. Moi, par exemple, on ne me montre jamais dans la télévision de Youssou Ndour. Ils n'ont jamais couvert ma conférence de presse. Peut-être l'observateur sort nos communiqués, mais ni la radio, ni la télévision, ils boycottent systématiquement Djibo du Sénégal parce que nous sommes des opposants et Youssou Ndour est avec le pouvoir. C'est un ministre de la République. Donc, moi, je suis d'accord avec Youssou Ndour et avec ces journalistes qui sont avec Macky Sall. Ils ont le droit. Mais qu'ils me laissent, moi aussi, les gens me laissent le droit d'être un homme politique et de m'opposer au système défendu aujourd'hui par Youssou Ndour. Alors donc, dans ce cas, lorsque vous faites une déclaration, ou bien lorsque vous donnez une information, faut-il entendre l'information en tant que Moudban journaliste ou bien en tant que Moudban homme politique? Finalement, il y a ces deux postures qui se confondent quand même, parce que vous avez expliqué aussi que il y a des journalistes qui sont effectivement partials dans le traitement de l'information, mais cela c'est la réalité. Mais est-ce à dire que c'est parce que tout le monde le fait que c'est normal? C'est pas normal quand même. La règle voudrait que le journaliste soit neutre, même si tout le monde le fait. Mais il n'existe pas de journaliste neutre. Donc c'est une violation générale de la règle, vous voulez dire? Non, il n'y a pas une règle. Il n'y a pas une règle. Ça dit qu'il n'y a pas de journaliste neutre. Ça dit que des fois, il y a des journalistes qui affichent leur position, d'autres n'affichent pas leur position. Il y a des journalistes qui traitent l'information sans parti pris. D'accord, il y en a. Mais quand même, il n'y a pas de journaliste neutre. Moi, quand je rends une information, quand j'écris, je prends ma plume, j'écris, je peux écrire en tant que journaliste sans pour autant prendre part, sans pour autant défendre ou protéger ou tuer sur quiconque. Mais quand je fais une conférence de presse ou bien quand je signe un communiqué au nom de Djibo du Sénégal, là, c'est l'homme politique qui parle. D'accord. Alors, M. Ban, quels sont vos rapports avec Karim Wade? Karim, c'est un ami. Hein? Karim Wade, c'est un ami, c'est un frère qui avait des difficultés avec la justice sénégalaise. Nous, à notre niveau, moi personnellement, j'ai estimé qu'il est victime d'une injustice et je me suis levé avec des milliers et des milliers de Sénégalais pour combattre cette injustice-là contre le frère Karim Wade. Aujourd'hui, il est sorti. Il reste un ami et un frère, comme les Macky Sall pour moi, comme les Omar Sarr, Idrissa Seck, Abdoul Mbaye, Malick Gakou ou d'autres hommes politiques de ce pays-là. Donc Karim Wade, c'est un ami et un frère, vraiment. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous travaillez pour le PDS en interne? C'est mon manque de respect. C'est mon manque de respect. Dire que Moudban travaille pour le PDS, c'est mon manque de respect. Parce que le PDS est un parti créé par Maître Abdoulaye Wade. Moi, j'épouse la vision de Abdoulaye Wade. C'est un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, de par sa vision pour le Sénégal et de par sa vision pour l'Afrique. Ça s'arrête là. Moi, je ne travaille pas pour le PDS, je travaille pour Djibo du Sénégal. Je ne travaille pas pour Karim Wade, je travaille pour moi-même. Parce que Karim Wade est un citoyen sénégalais, il a ses ambitions, il se bat. Moi, je suis citoyen sénégalais, j'ai mes ambitions, je me bats. Maintenant, ce sont les Sénégalais qui vont arbitrer. Mais moi, je suis à la solde de personne. Je suis un homme libre. Je ne dois rien à personne, à aucun homme politique du Sénégal. Que ce soit Macky Sall, Karim Wade, Abdoulaye Wade ou quelqu'un d'autre. D'accord. Par rapport au limogeage de ces 5 enquêteurs dont vous venez de parler, dans la déclaration que Djibo du Sénégal a rendue publique, il est mentionné aussi que ces enquêteurs avaient tous un contrat de 2 ans. N'est-ce pas normal de mettre fin à un contact à terme, sans que cela puisse être considéré comme une tentative de cacher quoi que ce soit? Vous savez, ces limogeages sont en train de susciter les mêmes commentaires que le limogeage de Mme Nafingom Keïta. Parce que Mme Nafingom Keïta a été limogée alors que son mandat n'était pas encore arrivé à terme. Ces inspecteurs également sont limogés alors qu'ils ont la possibilité d'avoir encore 2 ans pour terminer le travail qu'ils ont déjà entamé dans l'affaire Petro-Tim. C'est ce qui est suspect. C'est le fait de faire partir. Si c'est le cas, il y a d'autres agents qui sont là-bas qui ont déjà terminé leurs 2 ans et ils sont toujours là-bas.
Ils sont toujours là-bas. Il y a des enquêteurs, il y a des vice-présidents qui sont là-bas. Leur mandat est terminé, ils sont toujours là-bas. Pourquoi ces 5-là, on les fait partir? C'est parce qu'ils détiennent des éléments sur un dossier qui concerne le frère du président de la République. C'est aussi simple que ça et c'est suspect. Mais ça n'enfreint en rien la loi quand même. Mais il y a la loi, d'accord, c'est vrai, leur contrat, 2 ans renouvelables, comme je l'ai dit tout à l'heure. La dame peut juger nécessaire de les faire partir. Mais là, cette même loi peut être appliquée à d'autres agents qui sont dans la boîte et qui continuent de servir la boîte malgré la fin de leur mandat. S'il faut faire partir, il faut faire partir tout le monde, remettre en place une nouvelle équipe, mais il ne faut pas sélectionner des gens sous prétexte qu'ils ont des éléments de manière trop subjective et les faire partir. C'est ce que nous dénonçons. Et c'est quand même suspect de cibler des gens qui ont des dossiers sur des personnes qui sont dans le système Ok, n'avez-vous pas l'impression d'être, excusez-moi le terme, mais plus royaliste que le roi? Parce que les personnes qui sont concernées par ces limogeages, s'ils estiment que ces limogeages sont injustes, pourquoi ne pas introduire les recours nécessaires? Non, vous savez, c'est trop compliqué. Parce que les agents ce sont des agents de l'État. Ils travaillent ailleurs, ils ont été détachés pour aller servir à l'OFNAC. Ils peuvent ne pas juger nécessaire d'aller faire des recours. Parce qu'eux-mêmes, ils ne contestent pas. Ils ne contestent pas. C'est des agents de l'État. Ils peuvent servir aujourd'hui ici, demain, ils peuvent aller dans une autre boîte. Mais nous, c'est nous qui sommes un peu inquiétés par rapport à la situation, par rapport au dossier Petro-Tim et par rapport à d'autres dossiers qui étaient entre les mains de ces enquêteurs-là, qui avaient démarré un travail extraordinaire et que nous sommes en train d'attendre le rapport 2016 de l'OFNAC, surtout ce que ces enquêteurs-là devaient dire concernant l'affaire Petro-Tim. Mais eux, ils ne contestent pas. Hein. Ils ne contestent pas, mais nous sommes inquiets, nous sommes préoccupés par leur départ précipité, alors qu'ils n'ont pas encore terminé le travail qu'ils avaient démarré. D'accord. Vous dites aussi dans cette même déclaration que ces enquêteurs limogés auraient comment dirais-je, apprécié ou bien vu des transactions frauduleuses vers Londres qui concerneraient des personnes qui sont aux côtés du président Macky Sall. Vous avez des noms? Non. En fait, vous avez la déclaration entre vos mains. Lisez-moi la partie. Pas la déclaration, je l'ai déjà lue, mais il semblerait que... Non, nous avons dit que les enquêteurs devraient se rendre à Londres pour continuer à faire des investigations dans l'affaire Petro-Tim. Bien sûr. Ouais, voilà. Bien sûr. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir vu qu'il y a quelque part où c'est mentionné qu'on estime que même des personnes auraient été soupçonnées de faire partie de ces opérations frauduleuses et ces personnes sont du côté du président Macky Sall. Non, il faut revoir il faut revoir le communiqué. D'accord. C'est une mauvaise interprétation de ces déclarations. Alors, une autre affaire qui a aussi fait parler d'elle, l'affaire Ousmane Sonko. Vous jugez la mesure sévère, normale? Quel est votre sentiment? Bon, vous savez, l'affaire Ousmane Sonko, c'est une suite. Parce que avant Ousmane Sonko, il y a eu des membres du CUSEMS, des enseignants, le docteur Mamoudou Ndiaye et professeur Absaba qui ont été limogés, c'était des membres de CUSEMS, injustement. Après le professeur Malik Ndiaye, on a connu l'affaire Amsatou Sow Sidibé, on a connu l'affaire du colonel Ndaw, on a connu l'affaire du commissaire Keïta. Aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Nous, la position de Djibo Sénégal, elle est constante. Pour nous, c'est une injustice, encore une fois. Parce que tout simplement, nous avons un régime qui n'accepte pas les critiques. Le président Macky Sall veut une démocratie en sens unique, que tout le monde pense comme lui, que tout le monde marche comme lui, que tout le monde mange comme lui, que tout le monde s'habille comme lui, ce qui n'est pas possible. Nous sommes dans un régime démocratique. Il a hérité d'un Sénégal où la démocratie est majeure. Un pays où nous vivons la démocratie depuis des années. Si lui, il hérite de ce pays-là, un pays stable, ce qu'il devait faire, c'est de renforcer la démocratie. C'est de laisser les gens s'exprimer, de renforcer la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un État qui veut confisquer les libertés. Un État qui veut contrôler les libertés. Ce qui n'est pas possible. Ousmane Sonko n'a absolument rien fait de grave. Je n'ai pas vu une révélation qu'il ait faite et qui devait lui valoir ce limogeage-là. L'information sur le non-paiement des impôts
à l'Assemblée nationale, ça a été donné par le ministre des Finances au niveau de l'Assemblée nationale. Le document a été remis à tous les députés. C'est bien après que Ousmane Sonko en a parlé. Et ce qu'il a dit, vous savez, on ne peut pas arrêter celui qui écrit au voleur et laisser le voleur. Ousmane Sonko n'a fait que crier aux voleurs. Il faut qu'on arrête, qu'on essaie de mettre la main sur les voleurs et qu'on laisse Ousmane Sonko tranquille. Et que faites-vous de son obligation de réserve? Mais obligation de réserve, qu'allons-nous faire de ces biais de la lutte contre la corruption? Est-ce qu'on doit laisser la corruption prospérer pour presque qu'il y a une obligation de réserve? Ousmane Sonko n'a pas fait des révélations dans le cadre d'une enquête ou d'un dossier en instruction au niveau de son cabinet ou bien au niveau des impôts et domaines. Il n'a pas révélé de secret d'État. Il n'a pas révélé de secret qu'il ait eu à travers de l'exercice de ses fonctions d'inspecteur des impôts et domaines. C'est un acharnement. On ne peut pas, sous prétexte de l'obligation de réserve, laisser des cas de corruption se développer dans ce pays-là. Ça, c'est inadmissible. Ce n'est même pas pensable. Vous savez, le président Macky devrait recevoir Ousmane Sonko et le décorer, l'encourager et encourager d'autres Sénégalais qui font comme lui, qui dénoncent et qui dénonce des cas de corruption dans l'administration. Parce que lui, il a dit qu'il lutte contre la corruption. Mais le fait de condamner Ousmane Sonko, c'est encourager les autres gens qui sont dans l'administration et qui chaque matin voient des cas de corruption parce qu'ils n'auront plus le courage de les dénoncer. D'accord. La partie de la déclaration dont je parlais tout à l'heure, je viens de l'avoir avec moi. Alors cette partie dit, ces enquêteurs, je cite, auraient localisé des opérations suspectes vers Londres, où l'ancienne présidente de l'OFNAC devrait se rendre à la veille de son limogeage. C'est ça que dit la partie de la déclaration. En fait, vous avez dit tout à l'heure que oui, des trucs qui concernaient des proches du président de la République, ça ne alors, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous soupçonnez des noms? Est-ce que vous avez des noms par rapport à ces soupçons? Non, le principal nom, c'est Franck Timis. C'est Franck Timis, c'est lui, donc c'est le principal suspect. Et maintenant, il a des complices. Les enquêtes vont révéler le nom des complices. La dernière question, que pensez-vous du Haut Conseil des collectivités territoriales? Est-ce une institution opportune à votre avis? C'est une haute corruption. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est une grande corruption. Les Sénégalais n'en veulent pas. Nous allons dépenser de l'argent pour des gens qui ne vont absolument rien faire. Il y a le ministère chargé des collectivités territoriales. Il y a l'association des maires du Sénégal dirigée par Aliou Sall. Je pense que s'il y avait quelque chose à faire, on pouvait le faire avec ces deux structures-là. Mais créer un organe, une institution qui va encore englober des milliards de francs CFA chaque année, les Sénégalais n'en veulent pas. On dit que c'est une structure consultative qui va juste émettre des avis. Ces avis qui ne lient pas le président de la République, ces avis qui ne sont pas, le président n'est pas obligé demain d'appliquer un conseil donné par l'équipe qui sera dirigée par Ousmane Tanor Dieng. Les Sénégalais n'en veulent pas. La priorité est ailleurs. 8 milliards de budget par an ou 10, je ne sais pas combien le budget c'est. On pouvait l'investir dans les abris provisoires. Le Sénégal a des milliers d'abris provisoires. Là, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une institution de plus. Mais le président Macky Sall est dans une logique de politique politicienne. Il veut satisfaire ses alliés. Il veut maintenir Ousmane Tanor Dieng et son parti dans l'alliance Benno Bokk Yakaar. C'est du patio. Ce n'est rien de plus. C'est du patio sur le dos du peuple sénégalais. Pour nous, c'est pas opportun. On n'en veut pas. Que répondez-vous à ceux-là qui pensent que le Haut Conseil des collectivités territoriales est une suite logique du référendum? Donc, c'est une demande du peuple. Non, c'est pas une demande du peuple, parce que j'ai entendu des gens dire ça. Mais le référendum, c'était sur 15 points. Moi, je suis sûr et certain, s'il y avait un référendum sur le seul point du Haut Conseil de la République, le Haut Conseil des collectivités territoriales, uniquement, si c'était le seul point du référendum, les Sénégalais allaient le rejeter. Mais c'est quelque chose qu'ils ont englobé dans d'autres 15 points. Les Sénégalais ne pouvant pas voter pour tel ou tel point ou contre tel ou tel point, on peut faire passer le truc, les 15 points comme ça, le oui a gagné. Mais je pense que les Sénégalais ne voteront pas pour la mise en place de cette institution.